Voilà, je remercie tout le monde, en particulier nos intervenants. Donc, cette conférence, on avait prévu de la faire lors de l'AG de Biocentre en avril. Malheureusement, elle a été annulée avec le confinement. On l'avait reportée à Ferme Expo, qui a été aussi annulée. Et donc, on a décidé de la faire en voie dématérialisée. Voilà. On avait prévu aussi, mais il n'a pas été disponible, Xavier Poux, qui nous aurait présenté le scénario TIFA, pour ceux qui connaissent, qui a été fait par l'IDRI, 10 Years for Agroécologie, qui est aussi intéressant et qui est un peu dans le même ordre de réflexion. Voilà, donc je remercie donc nos deux intervenants, donc Julien Foss de France Stratégie et Mathieu Courgeot de la plateforme Pour une autre PAC. Donc c'est une première pour Biocentre, c'est cette histoire de conférence en distanciel. Donc je vous demanderai un peu de compréhension si nous ne sommes pas tout à fait au top de la présentation. Voilà. Donc l'idée de départ, en fait, pour lesquelles on avait décidé de la faire, c'était de voir un peu comment des réflexions sur l'avenir de l'agriculture européenne pouvaient ou non nous conforter en tant que producteurs, en tant que filière, dans l'idée que la bio était une bonne solution, voire la bonne solution pour l'avenir. Je ne vous ai pas présenté Biocentre pour ceux qui ne connaissent pas. Donc Biocentre, quand même, c'est l'association de la filière bio-régionale. Donc ça regroupe aussi bien des producteurs comme moi, qui en suis le président. Voilà, mais ça tourne. Le prochain, normalement, ce sera un transformateur. Et nous avons aussi les consommateurs. Voilà, l'ensemble de la filière est représenté, des opérateurs économiques, on va dire, est représenté à Biocentre. Donc l'idée, c'était de peser bien sûr dans le débat sur la réforme de la PAC qui battait son plein ce printemps, en mettant en avant des analyses et des propositions qui pouvaient d'une façon ou d'une autre, excusez-moi, voilà, un truc pas prévu, téléphone, j'aurais dû l'enlever. Ok, donc l'idée, c'était donc de peser dans le débat sur la réforme de la PAC en mettant en avant des analyses et des propositions qui pouvaient d'une façon ou d'une autre orienter celle-ci donc vers une transition agroécologique forte, au moins aussi forte que le demande la situation. Et lorsque France Stratégie avait présenté son rapport, donc c'est en octobre, il me semble, 2019, faire de la politique agricole commune un levier de la transition écologique, il nous avait vraiment paru profondément novateur dans son approche par rapport à ce que nous avions l'habitude de discuter lorsque nous parlions de la PAC. Et même nous qui demandons une refonte complète de la PAC, nous restons souvent assez proches des outils de la précédente et du cadre fixé par Bruxelles. Ce n'était pas le cas du tout là. On peut dire qu'il y avait un peu une mise à plat des problèmes pour aboutir à des propositions effectivement de politique agricole commune, mais qui s'étaient assez affranchies du cadre et des procédures actuelles. Voilà. Depuis, moi, j'ai été frappé par la proximité de l'analyse de France Stratégie avec celle qui est exprimée par la Commission européenne dans l'objectif Farm to Fork, donc de la ferme à la table, comme ils ont traduit. Et j'aimerais bien poser justement la question à Julien Foss sur ces deux visions que je trouve assez proches. Malheureusement, depuis le 20 mai, donc, qui était le jour de l'adoption de cette stratégie, ainsi que d'une autre stratégie qui a été présentée en même temps et qui s'appelle la stratégie biodiversité, qui prend en compte un peu les mêmes constats et qui va essayer d'arriver vers un environnement de meilleure qualité. Il y a eu les propositions de réforme de la PAC. Alors d'abord celle du Conseil, c'est-à-dire des États membres, et ensuite tout récemment, vous avez dû en entendre parler, de celle du Parlement. Or, le moins qu'on puisse dire, c'est que ces propositions sont très loin des ambitions et des constats qui sont contenus dans les deux stratégies. Et donc, pour ça, nous avons demandé à Mathieu Courgeot, qui est le président de Pour une autre PAC, de venir nous donner l'analyse de la plateforme et de nous en dire un peu plus du point de vue du bilan que l'on peut faire de ces propositions de réforme. Pour autant, si la PAC est quasi signée au niveau européen, les marges de manœuvre pour orienter les politiques publiques vers une meilleure prise en compte de la bio et de l'agroécologie existent encore. J'en veux pour preuve que la région organise actuellement une concertation pour écrire les mesures qui lui reviendront dans le cadre de la prochaine PAC, donc à partir de 2023, et qui doivent être incluses dans le programme stratégique national de la France, qui le définira, elle, en début d'année prochaine. Donc, en pratique, vous pouvez poser vos questions via le chat et nous y répondrons après chaque intervention.
Et le débat, Myriam l'a dit, donc il passe en même temps sur Facebook Live et vous pourrez le retrouver en streaming sur le site de Biocentre, bio-centre.org, je vous le rappelle, pour ceux qui n'ont pas l'habitude d'y aller. Eh bien, donc, on va démarrer. Donc, je vais passer la parole à Julien Foss pour qu'il nous présente donc, le contenu du rapport de France Stratégie, faire de la PAC un levier de transition écologique. Il nous parle de comment est-ce qu'ils ont arrivé à se saisir de ce sujet. Il présente peut-être France Stratégie parce que je ne l'ai pas fait. C'est l'ancien commissariat général au plan, mais voilà. Et puis voilà. Et puis après, ben voilà, vous pourrez poser toutes les questions que vous voulez. Voilà, Julien, à vous. Merci beaucoup de cette présentation, de cette introduction et puis de cette invitation à effectivement donc partager avec vous les travaux qu'on a conduits l'an passé sur l'avenir de la PAC. Alors je vais tenter de partager mon écran. Alors, tout d'abord, donc, 2 mots rapidement sur France Stratégie, qui effectivement est l'héritier du commissariat général au plan. France Stratégie est une institution autonome qui est rattachée au service du Premier ministre, mais qui produit des éléments d'analyse, d'évaluation de politique publique, de prospective, qui visent à nourrir, à alimenter le débat. Et c'est tout particulièrement le cas pour ce rapport qu'on a travaillé, conduit, réalisé de la fin 2017 à octobre 2019, date à laquelle il a été rendu public. Vraiment, donc, je le redis, ce qu'on a voulu faire, ce qu'on a essayé de faire, c'est de nourrir le débat. Ce qu'on a présenté ne traduit pas la position officielle du gouvernement pour le moins. On aura l'occasion d'en reparler sans doute au cours du débat. Ce qu'on a voulu faire, c'est proposer une sorte de PAC idéal qui soit vraiment centré sur la transition agroécologique, avec un ensemble d'outils et d'instruments qui soient cohérents. Néanmoins, on pense, et là aussi j'y reviendrai, qu'une partie de ces instruments pourrait d'ores et déjà être mis en œuvre dans le cadre de la future PAC, telle qu'elle est discutée aujourd'hui, dans le cadre notamment des futurs plans stratégiques nationaux. Alors, très rapidement, avant d'évoquer les propositions qu'on a pu faire à France Stratégie, quelques éléments de bilan, parce qu'on est parti de ce bilan pour échafauder ces différentes propositions. D'abord, pas oublier que la PAC, c'est une politique très ancienne, très structurante au sens de la construction européenne du terme. Elle s'est progressivement compliquée depuis 1962. Ses objectifs sont devenus assez peu lisibles dans le sens où il s'agissait tout à la fois de produire plus, d'assurer l'autonomie alimentaire de l'Europe et aussi progressivement d'intégrer un certain nombre d'enjeux environnementaux. La PAC reste, même si son budget a historiquement décru, reste le premier budget de l'Union européenne, c'est 55 milliards d'euros par an, 43% du budget total de l'Union européenne, et la France occupe une place assez particulière, puisqu'elle était, et restera sans doute malgré le départ du Royaume-Uni, le premier bénéficiaire de ces aides de la PAC, avec un peu plus de 9 milliards d'euros qui sont versés chaque année. Alors, j'essaie de passer les diapos. Alors, si on continue donc sur ces éléments de bilan, globalement, la politique agricole commune a répondu à l'objectif premier qui lui avait été assigné lors de la construction de l'Union européenne, c'est-à-dire accroître la production alimentaire. On a aujourd'hui globalement une autosuffisance alimentaire qui est relative, mais qui permet à l'ensemble des Européens, en théorie, donc, de bénéficier d'une alimentation de qualité. En termes d'enjeux économiques, les industries agroalimentaires, le secteur agroalimentaire constitue encore aujourd'hui un pourvoyeur d'emplois très important. Il ne faut pas oublier que c'est 750 000 emplois permanents en agriculture en France aujourd'hui, mais
cet emploi est en recul constant. L'emploi agricole, dans les années 50, c'était largement plus de 30% de l'emploi total. Ça a décru très largement. On est passé, selon les tout derniers chiffres de l'INSEE, en dessous des 2% de la population totale qui travaille dans le secteur agricole. Donc, une décroissance de cet emploi qui est majeure et qu'il faudrait sans nul doute enrayer si on veut soutenir l'agroécologie qui est consommatrice de main-d'œuvre. L'agriculture, toujours dans ces éléments de bilan, reste un secteur économiquement fragile. Pour beaucoup d'agriculteurs encore aujourd'hui, bien, il y a une situation économique qui est très difficile. À peu près un quart d'entre eux vivent sous le seuil de pauvreté selon les chiffres de l'INSEE. On observe une fluctuation extrêmement forte des revenus agricoles. Là, c'est ce qui vous est représenté sur ce graphique en fonction des OTEX. Avec une cyclicité de revenus qui est de plus en plus importante, y compris pour les céréaliers, ce qui apparaît ici sur la courbe jaune, et qui jusque en 2004-2005 avaient des revenus relativement constants et qui aujourd'hui voient leurs revenus fluctuer de manière beaucoup plus importante. Ces revenus sont donc très variables avec une spécificité qui est que à peu près 100% du revenu courant avant impôt des agriculteurs, tout agriculteur confondu, correspond aux aides de la PAC qui leur sont versées. On a parallèlement à ça des attentes sociétales qui sont de plus en plus importantes, moins de pesticides, la question du bien-être animal qui est de plus en plus dans le débat public, qui rejoint aussi la question de la place de l'élevage dans notre système agricole. Et puis à côté de ça, les consommateurs souhaitent bénéficier d'une offre alimentaire qui soit donc de qualité, mais aussi à faible coût pour permettre au plus grand nombre d'accéder à cette alimentation. Donc un ensemble d'injonctions, parfois un peu contradictoires, mais qu'il faut aussi essayer d'intégrer dans les réflexions. Les défis environnementaux, je passe très rapidement dessus, mais bien évidemment, si on imagine une future PAC, il faut intégrer ces défis environnementaux pour lesquels l'agriculture présente la particularité d'être à la fois une source de problèmes, pour dire les choses assez directement, c'est-à-dire que l'agriculture émet des gaz à effet de serre, l'utilisation de pesticides, d'engrais azotés va avoir des effets néfastes sur la biodiversité, mais elle est aussi une source de solution, à la fois pour le carbone, puisque l'agriculture séquestre du carbone, notamment dans les prairies permanentes, et puis pour la biodiversité, en développant des infrastructures agroécologiques qui vont permettre de maintenir cette biodiversité agricole. Si on regarde maintenant le bilan de la PAC telle qu'elle existe aujourd'hui, la PAC en application depuis 2015, on peut dire que le verdissement a certes fait avancer les choses dans le bon sens, mais il a été relativement imparfait, incomplet. La Cour des comptes de l'Union européenne a rendu en 2018 un rapport qui pointait les limites de ce verdissement. On a des effets environnementaux du verdissement qui restent limités. On a surtout des paiements qui ne sont pas proportionnés aux services rendus par l'agriculture à la société, notamment aux services environnementaux et en termes de biens publics fournis par l'agriculture à la société. Et puis, parmi les éléments de bilan, on est sur une politique qui est très complexe, qui est complexe à mettre en œuvre, complexe à mesurer, à quantifier, et tout ça a un coût. On parle de coûts de transaction en économie publique qui sont très importants. Alors, c'est sur la base de tous ces éléments de bilan qu'on a essayé d'imaginer, à partir d'une feuille blanche, une forme de PAC idéale qui viserait à soutenir la transition agroécologique. Et à partir de cette PAC idéale, on a essayé de regarder ce qui pourrait être intégré aux réflexions et aux négociations en cours sur la future PAC. Alors, les grands principes de ce travail qui a été conduit à France Stratégie en s'appuyant donc sur un collectif d'experts, d'économistes, d'agronomes, c'est globalement d'appliquer les grands principes de l'économie publique à cette politique agricole commune, en s'appuyant donc sur 4 grands axes. D'abord, rémunérer les bénéfices environnementaux rendus par l'agriculture à la hauteur donc de leurs bénéfices pour la société. En clair, c'est utiliser l'argent public pour financer des biens publics rendus par l'agriculture. Et en contrepartie de ce principe, ce qu'on a proposé, c'est d'appliquer le principe pollueur-payeur. C'est une vieille idée qui est notamment reprise par la Cour des comptes de l'Union européenne.
Et ce qu'on propose tout particulièrement, c'est d'utiliser le produit de ces taxes et de les réaffecter totalement au secteur agricole pour financer la transition agroécologique. Et donc, ça revient à faire un transfert en fait de financement public de ceux qui utilisent un certain nombre de produits, notamment pesticides et engrais, vers ceux qui ne les utilisent pas. Le troisième point important, c'est favoriser la diversification des cultures, l'extensification de l'élevage, parce que l'on sait que c'est tout à la fois bénéfique pour l'environnement et aussi pour la résilience au sens économique du terme des exploitations, j'y reviendrai. Et enfin, le dernier axe, c'est soutenir l'emploi agricole. Engager la transition agroécologique nécessite le plus souvent plus de main-d'œuvre, et donc il faut soutenir cet emploi agricole qui est, on l'a dit tout à l'heure, donc en chute libre, et qui est indispensable à la transition agroécologique. Alors une fois qu'on a présenté ces grands principes dans le détail, ce que l'on propose, c'est d'abord des dispositifs génériques qui s'appuient sur des systèmes d'information qui existent aujourd'hui. Il ne s'agit pas d'inventer de nouveaux systèmes d'information, avec donc des bonus-malus qui s'appliqueraient à l'ensemble des exploitations agricoles françaises. Bonus-malus qui rémunérait le maintien des prairies permanentes, la diversité des cultures arables et les surfaces d'intérêt écologique. Et parallèlement à cela, donc on propose de taxer les pesticides, la fertilisation azotée, les émissions de gaz à effet de serre, et d'utiliser le produit de ces taxes pour rémunérer ce qu'on a appelé des contrats agroécologiques, d'innovation agroécologique. J'y reviendrai tout à l'heure en détail. L'idée, c'est vraiment d'inciter à l'aide de ces bonus-malus plutôt que contraindre ou interdire, et de réduire les coûts, puisqu'on aurait là vraiment un tout petit nombre de bonus-malus qui s'appliqueraient de la même manière sur l'ensemble du territoire français, à l'ensemble des agriculteurs, et donc en termes de gestion administrative, a priori, ce serait moins compliqué que ce qui existe aujourd'hui. Parallèlement à ces dispositifs génériques, on a également proposé des dispositifs ciblés qui s'appliqueraient à des groupes d'exploitation qui présentent un intérêt environnemental particulier. C'est les exploitations qui sont en zone Natura 2000, en zone à haute valeur naturelle, notamment de la trame verte et bleue. Et l'idée, c'est d'avoir donc des bonus qui vont être fondés sur des engagements chiffrés en termes de surface, en termes d'indicateurs d'impact environnementaux. Et puis, parmi ces dispositifs ciblés pour des collectifs d'exploitation, on propose également donc ce fameux contrat long, de long terme. Dans le rapport, on évoque un contrat qui pourrait durer sur 5, 6, 7 ans pour l'innovation agroécologique. Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir financer des collectifs d'exploitation agricole, des collectifs d'agriculteurs qui vont, à l'échelle d'un territoire, parce que ça fait sens d'un point de vue économique et environnemental, pouvoir mettre en place des mesures agroécologiques de long terme. L'idée avec cette PAC idéale, c'est aussi d'avoir une PAC plus résiliente, c'est aussi de contribuer à la maîtrise des différents risques financiers, le risque prix, les aléas de production. Le premier facteur, selon nous, donc, qui contribue à assurer cette résilience des exploitations agricoles, c'est soutenir la diversification des productions au niveau de chaque exploitation agricole, parce que ça contribue à multiplier les sources de revenus. Donc, quand on a un secteur ou une filière qui est en crise, eh bien l'agriculteur peut s'appuyer sur d'autres secteurs qui se portent mieux. Et puis, on propose d'utiliser ou d'améliorer un certain nombre d'instruments qui existent déjà. Au niveau européen, on a des réserves de crise, on a des dispositifs de pénalité aux surproductions ou de primes à la réduction volontaire de production qui existent et qui pourraient être améliorés et utilisés. Et puis au niveau national, on pourrait imaginer de mieux instrumenter un certain nombre de fonds de mutualisation qui existent, notamment pour partager les risques sur l'ensemble des filières. Le point important donc, dans le rapport, c'est le soutien aux revenus agricoles. C'est aussi le point qui a le plus suscité le débat dans ce qu'on a proposé au sein du monde agricole. Notre idée, c'est de dire, on a des aides du premier pilier qui sont allouées aujourd'hui en fonction donc, des hectares et en fonction de références historiques. Et on pourrait utiliser ces aides du premier pilier pour aider aux revenus agricoles. Donc l'idée, c'est bien de maintenir le budget du premier pilier de chaque État membre et de le répartir
équitablement entre l'ensemble des actifs agricoles, et ça reviendrait à une aide annuelle en France d'environ 8 000 € par ETP par an. Donc, je le redis, ce que l'on propose, ce n'est pas en point de départ de discussion qui est le même niveau d'aide pour l'ensemble des agriculteurs européens, mais bien un niveau d'aide qui serait proportionné en fonction de chaque État membre. Bien évidemment, c'est une réforme, une proposition qui nécessite un consensus au niveau européen, donc ça ne peut être mis en place qu'après plusieurs longues années de négociations, et ça faisait vraiment partie donc des éléments de prospective que l'on proposait. Avec tous ces instruments que l'on propose, on considère aussi que bien on améliore indirectement l'offre alimentaire et on contribue à faire de la PAC une politique qui va soutenir une offre alimentaire plus durable. Alors certes, la qualité de l'alimentation ne dépend pas uniquement de la production primaire, ça ne dépend pas uniquement de ce qui se fait au niveau de l'exploitation, il y a toute la transformation qui est derrière, mais en incitant à la réduction d'usage de pesticides et d'antibiotiques, en soutenant les filières fruits et légumes, parce qu'on aura des aides aux revenus agricoles et qu'on sait que ce sont des filières qui nécessitent plus de main-d'œuvre, eh bien, on considère qu'on contribue aussi à améliorer indirectement cette offre alimentaire. Alors, une fois qu'on a dit tout ça, une fois qu'on a réfléchi tous ces instruments, à quoi ressemblerait cette PAC idéale que l'on a proposée? Donc, on a une PAC actuelle avec un premier pilier, donc des PB paiement vert, un deuxième pilier avec les autres aides de la PAC. L'idée, donc, c'est de prendre ces budgets-là avec donc un premier pilier qui serait réalloué cette fois en fonction de l'emploi agricole, et puis les aides du deuxième pilier, auxquelles on ajouterait les produits des taxes que j'ai évoquées tout à l'heure sur les pesticides, engrais, antibiotiques et gaz à effet de serre, contribuerait à financer un vaste pilier de soutien à la transition vers l'agroécologie, et donc avec les différents bonus-malus et les contrats d'innovation agroécologique que j'ai évoqués tout à l'heure. Ce qui est important, c'est que oui, on évoque la possibilité d'avoir des taxes, mais si on n'avait pas le produit de ces taxes, on pourrait également envisager l'application des différents bonus-malus dans le cadre d'un deuxième pilier qui serait moins financier, mais qui subsisterait quand même. Concrètement, au niveau des exploitations agricoles, on a essayé de regarder ce que cela donnerait, ce que cela impliquerait, ce qui est représenté sur ce tableau en fonction des grands types d'exploitation agricole, production végétale, production animale, polyculture, élevage, et en fonction des différents instruments qu'on a proposés. Eh bien, on voit que globalement, ce sont les exploitations qui sont en agroécologie, alors après on peut discuter de ce qu'on met derrière, mais qui sont dans la transition agroécologique, et notamment les exploitations qui sont en agriculture bio qui bénéficieraient de plus d'aide. Et puis les exploitations qui sont en polyculture élevage également, parce qu'on aurait des bénéfices environnementaux, on a des recouplages entre les différents cycles phosphore-carbone, eh bien on aurait également des bénéfices avec les instruments qu'on a proposés. On est allé un petit peu plus loin encore que cette analyse qualitative en allant vers une quantification chiffrée pour un certain nombre d'exploitations, et on montre que globalement, par rapport aux instruments que l'on propose, eh bien, si les exploitations, quelles qu'elles soient, s'engagent dans une transition agroécologique, si elles consomment moins de pesticides, moins d'engrais, eh bien, elles toucheront plus d'aide que ce que la PAC actuelle leur alloue. Donc en conclusion, très rapidement par rapport donc à cet exercice, ce qu'on a essayé de faire et d'imaginer, c'est une PAC idéale, je le redis, une PAC théorique, mais qui répondrait à un certain nombre des attentes des agriculteurs, je pense notamment en termes de simplification, et puis aussi aux attentes de la société par rapport aux demandes de moins d'engrais, moins de pesticides, une offre alimentaire durable de qualité, avec les grands principes de l'économie publique qu'on pourrait appliquer, et puis des instruments qui seraient en nombre limité et qui s'appliqueraient globalement de la même manière à tout le monde, avec des mesures horizontales qui s'appliqueraient donc à l'ensemble des exploitations agricoles et qui rémunéraient les services environnementaux et l'emploi agricole, et puis des mesures plus ciblées sur certaines exploitations volontaires qui présenteraient un certain nombre d'éléments positifs pour l'environnement.
ces mesures et ces instruments, même si c'est théorique, pourraient, pour un certain nombre d'entre eux, être mis en œuvre dans le cadre du futur plan stratégique national qui est en cours de discussion, et notamment les bonus-malus qui pourraient, en toute théorie, donc, je le redis, être intégrés à ce futur plan stratégique national. Voilà, j'ai fini pour ma présentation. Bien, merci. Donc, Myriam, est-ce qu'il y a des questions sur le chat? Ben, moi, j'en ai posé une en fait dans mon introduction. Je vous la répète. C'est en fait, moi, dans la stratégie Farm to Fork, on retrouve la réduction de 50% de l'utilisation des pesticides chimiques d'ici 2030, réduire le recours aux engrais de 20% d'ici 2030, réduire la vente globale d'antimicrobiens, donc les antibiotiques, dans l'UE de 50% d'ici 2050. Donc, des constats, en fait, ils ne se donnent pas les instruments, par contre, mais par contre, les constats sont à peu près les mêmes que vous. Donc, eux, dans l'objectif, il y a aussi 25% de surface en bio d'ici 2030. Mais voilà, comment est-ce que vous avez travaillé, enfin, je veux dire, est-ce qu'il y a des points, donc je vois des parallèles, moi, entre les deux analyses. Est-ce qu'il y a des, je veux dire, vous avez travaillé ensemble, enfin, vous avez des relations avec l'UE, comment est-ce qu'ils sont arrivés à ces, où ils sont basés sur les chiffres de l'UE sont les mêmes, les constats qu'on peut faire au sein de l'UE sont les mêmes que ceux que vous pouvez faire en France. Enfin, voilà, je voulais votre avis un peu sur les relations entre les deux. Alors, c'est compliqué parce que l'élaboration de politique européenne est par définition compliquée. C'est-à-dire qu'on le voit bien avec la PAC, mais je pense que la présentation qui va suivre va éclairer ça. La Commission a mis sur la table au printemps 2018 une proposition de réforme de la PAC avec cette idée d'éco-régime qui donc rentrait dans le débat public bien avant qu'il y ait la nouvelle Commission européenne, bien avant qu'il y ait les propositions sur la stratégie Farm to Fork et puis la stratégie biodiversité. C'est sur cette base donc proposée par l'ancienne Commission que d'un côté le Parlement européen s'est positionné et puis de l'autre côté le Conseil des ministres de l'Agriculture s'est positionné. Et il va falloir maintenant d'abord qu'il y ait donc un consensus qui se crée entre la Commission, le Parlement et les ministres de l'Agriculture, et qu'on intègre les exigences de la stratégie Farm to Fork et de la stratégie biodiversité. Donc, on n'est pas au début des discussions. Je pense que sur les constats qui sont notamment posés par l'Agence européenne de l'environnement sur la détérioration de la biodiversité et puis l'impact de certains modes de production agricole sur cette biodiversité, la nécessité d'avoir plus de séquestration de carbone, etc., etc. Je pense que là, les diagnostics sont partagés. Mais la manière dont tout ça va s'articuler dans un contexte politique qui est quand même compliqué, puisque je le redis, on a une proposition de la PAC qui a été faite par la précédente commission, changement de commission, changement d'équilibre avec aussi la crise Covid, le plan de relance, etc., etc., qui fait que les éléments d'analyse et de portage politique vont être sans doute dans les mois à venir assez différents. Donc, oui, on a eu des échanges informels avec un certain nombre d'acteurs européens. Je pense, et là je m'exprime vraiment en mon nom personnel, qu'on n'est pas vraiment, on n'est pas encore arrivé au bout du chemin par rapport aux négociations sur la future PAC. Et que ce qui devrait se dessiner sur notamment l'application de la stratégie Farm to Fork et la cohérence entre la future PAC et la stratégie Farm to Fork reste vraiment à porter et à échafauder dans les mois à venir. Merci. Myriam, est-ce qu'il y a des questions sur le chat? D'ailleurs, le chat, je pourrais. Ah non, je ne peux pas le mettre. Alors, j'ai pas de questions, Jean-François, sur le chat ni sur Facebook pour l'instant. Donc, n'hésitez pas, mesdames, messieurs, à utiliser ce chat pour poser vos questions à Jean-François, Monsieur Foss ou Monsieur Courgeot qui va intervenir juste après. Voilà. Ou sur Facebook Live pour ceux qui nous suivent sur Facebook, c'est possible aussi. Ok, de toute façon, Monsieur Foss, vous restez avec nous? C'est ça, voilà, si les questions arrivent, ce que je ne doute pas. Donc, je vais passer la parole donc, à Mathieu Courgeot.
Mathieu Courgeot, donc, qui est président de Pour une autre PAC. Il va présenter ce que c'est que la plateforme Pour une autre PAC, dont je rappelle fait partie l'AFTAP, qui est notre tête de réseau pour ce qui est des producteurs. Et puis, donc, il nous fasse un peu un bilan de la PAC actuelle. La plateforme, donc, il nous la présente, comment ça fonctionne, etc. La question qu'on posait aussi, c'est pourquoi est-ce que je pense que la plateforme, elle est non seulement pour une nouvelle politique agricole commune, mais pour une nouvelle politique agricole et alimentaire. Donc, ça explique, ou peut-être que ça donne une réponse à pourquoi la plateforme, elle ne regroupe pas que des organisations agricoles, mais aussi des environnementalistes et des organisations de protection animale. Voilà. Et puis voilà, donc, comme le disait Julien Foss, au niveau de comment est-ce qu'on peut articuler, quelle marge de manœuvre on a encore dans les mois qui viennent, voire dans les années, pour essayer d'orienter ces politiques publiques vers plus d'agroécologie et d'agriculture biologique. Voilà. Mathieu, je te laisse la parole. Eh bien, merci. Bonjour à tous et à toutes. Donc effectivement, moi je suis Mathieu Courgeot, je suis paysan en Vendée, donc éleveur laitier, donc président de la plateforme Pour une autre PAC depuis le mois de mars dernier. Voilà, donc je vais commencer par vous présenter. Alors comment ça marche? Là, voilà. Quelques éléments, effectivement, donc, qui rejoignent pas mal celle qu'a présenté Julien Foss sur la PAC actuelle, le bilan qu'on a pu en tirer, nous, au niveau de la plateforme, que je vais présenter juste après. Donc, le bilan qu'on a pu partager ensemble, c'est, voilà, je vais donner quelques chiffres. Hein. Il y a 200 fermes qui disparaissent chaque semaine en France. Il y a eu différentes études scientifiques qui ont montré qu'il y avait 70% de la biomasse d'insectes qui avait diminué depuis 30 ans. Sur les modes d'élevage, Julien Foss a parlé de bien-être animal, effectivement, qu'il y a certaines productions qui sont très intensives, hein, notamment en porc, où il y a moins de 5% des porcs qui sont élevés sur paille. Il y a encore près de 50% des poules qui sont en cage. Il y a eu une augmentation depuis une dizaine d'années de l'utilisation des pesticides d'à peu près 25%. Le secteur agricole alimentaire est responsable de 25% des émissions de gaz à effet de serre. Du côté consommateur, il y a aussi 8 millions de Français aujourd'hui, après la crise du Covid, qui font appel à l'aide alimentaire. Donc là, on a vraiment cette problématique-là aussi de l'accès à l'alimentation. On a un quart des paysans, Julien l'a dit, qui vivent sous le seuil de pauvreté. Et puis, on a aussi quand même des entreprises de l'agro-industrie qui ne cessent de s'enrichir. Donc voilà, donc ça donne un panorama de la fourche à la fourchette aussi, quelque part, et puis de l'occupation sur le territoire d'un système agricole et alimentaire qui est quand même malade, quoi. Et donc, la question qu'on s'est posée, nous, les 44 organisations qui sont membres de la plateforme, c'est qu'est-ce qu'on peut proposer pour essayer de changer ce système, et la PAC qui a une grande responsabilité là-dedans. Donc, l'ambition qu'on a en commun, nous, les 44 organisations de la plateforme, c'est d'abord de faire le constat de l'échec de l'actuelle politique, de l'actuelle PAC. Ensuite, c'est de se dire que la PAC, c'est l'outil d'orientation du modèle agricole et alimentaire européen. C'est l'outil, enfin, c'est l'outil principal, hein, quand même. Et on a aussi parlé d'autres outils qui vont venir, sans doute Farm to Fork, stratégie biodiversité, mais je crois qu'on a un petit problème, Mathieu. Moins puissant qu'un outil comme la PAC, ne serait-ce pas financier. Notre ambition aussi, c'est de maintenir une PAC par l'aspect. Notre objectif, donc, qu'il soit politique et puis vraiment travailler vraiment sur ça. Pardon. Et en fait, tu as parlé Oui, ça arrive avec beaucoup de retard parce que la connexion n'est pas très bonne. Mais là, c'est revenu là. Donc, tu peux continuer. Ah ouais. Ouais, bon, oui, désolé, dans les campagnes, c'est pas simple des fois la connexion Internet. Bon, j'espère que ça va aller. Sinon, je peux éteindre ma caméra si ça va mieux. Oui, peut-être. Donc, pour une autre PAC en tant que tel, donc, ouais, c'est bien un collectif inter-organisation, voilà, qui est dédié à la réforme de la PAC et la réforme de la PAC uniquement. On a relancé ça depuis 2017. Donc aujourd'hui, il y a 44 organisations qui sont réparties en 4 collèges. Donc, on a des organisations paysannes,
Effectivement, tu l'as dit Jean-François, il y a la FNAP qui en fait partie, aussi les CIVAM, la Confédération paysanne. On a des associations de protection de l'environnement, type France Nature Environnement, Greenpeace, le WWF, le LPO, etc. Des organisations de bien-être animal, donc on a CIWF et Wellfarm, des organisations de solidarité internationale qui sont aussi membres sur un des 4 collèges de la plateforme, puisqu'on n'oublie pas les enjeux nord-sud qui sont aussi très importants, et puis enfin des organisations de citoyens consommateurs. Voilà sur la plateforme. Ensuite, sur le fonctionnement de la plateforme, donc il y a 3 rôles qu'on s'est fixés collectivement. Il y a un rôle de forum, donc un rôle de veille, de montée en compétence des organisations, puisque tous n'ont pas le même niveau sur la PAC. Un travail de définition des positions communes qu'on a fait en 2017, 2018, un petit peu 2019 sur voilà, qu'est-ce qu'on portait collectivement, et aussi bien sûr sur la stratégie. Il y a un travail de plaidoyer qu'on fait aussi auprès des décideurs français, que ce soit voilà, les députés, les régions, le gouvernement, le ministre de la Culture, le ministre de l'Environnement. On a aussi travaillé au niveau européen avec les eurodéputés français. Et un troisième rôle de communication, donc vulgariser la PAC, parce que c'est un sujet qui est un petit peu compliqué, la PAC. Donc, comment est-ce qu'on arrive à traduire une politique agricole commune en compréhension, à la fois en impact aussi sur le quotidien de nos concitoyens. On fait aussi de la sensibilisation grand public et aussi de la mobilisation citoyenne, ce qu'on a pu faire par exemple sur les votes au Parlement européen il y a 15 jours, 3 semaines. Et puis enfin, on travaille aussi avec des partenaires européens. Donc il y a aussi des coalitions nationales qui sont équivalentes à la nôtre dans une petite quinzaine de pays européens. On travaille avec des plateformes européennes aussi. Et puis les têtes de réseau bruxelloises, dans le cas de la FNAB, il y a une tête de réseau qui s'appelle l'IFOAM Europe, par exemple. Voilà, voilà pour une autre PAC. Pour revenir un petit peu sur la vision qu'on peut avoir, nous, de la transition, hein, ça faisait partie de la commande pour la conférence d'aujourd'hui. Nous, on insiste vraiment sur cette approche systémique de l'agriculture et de la politique agricole. Vraiment, il nous semble qu'aujourd'hui, un des principaux défauts de la PAC actuelle, c'est un fonctionnement en silo par petits bouts, sans vraiment, avec une opposition souvent entre le premier et le deuxième pilier qui sont assez schizophrènes souvent. Donc là, on insiste vraiment sur cette approche systémique de l'agriculture et de la politique agricole. Donc, en intégrant vraiment les enjeux, notamment liés à l'alimentation, parce qu'il nous semble que ça, c'est très important, ce lien à l'alimentation, mais aussi à la santé, développement dans les pays du Sud, au foncier, au bien-être animal, développement rural, environnement, changement climatique. Enfin, voilà, d'avoir vraiment cette politique agricole commune qui soit vraiment intégrée avec tous ces éléments. Donc là, nous, la vision qu'on peut avoir, c'est vraiment ce qu'on a appelé l'agroécologie paysanne, dont l'agriculture biologique fait partie, bien sûr. Aller vers aussi plus de bien-être animal, vers une résilience climatique, parce qu'on sait que ça va être un des enjeux de la décennie à venir, et puis aussi des paysans nombreux sur les territoires, puisque ça aussi, on est persuadé qu'on n'arrivera pas à faire de transition agroécologique si on n'arrive pas à inverser la courbe de la démographie agricole. Que c'est seulement si on arrive à redonner des perspectives aux agriculteurs actuels avec une potentielle reprise des fermes, avec des dynamiques sur les territoires, qu'on arrivera aussi à enclencher une transition agroécologique. Voilà un petit peu sur la vision de la transition qu'on pouvait avoir, avec, si on la traduit en des termes un petit peu plus concrets, avec une conditionnalité PAC renforcée par rapport à ce qui existe, avec ensuite des instruments de transition qui pourraient être les mesures agro-environnementales et climatiques, mais aussi la CAB, donc la mesure de conversion à la bio, et puis enfin des mesures de maintien des bonnes pratiques avec notamment les PSE, les paiements pour services environnementaux. Voilà, nous c'est vraiment cette architecture-là qu'on voit pour la transition. Voilà là-dessus. Je voulais refaire un petit focus, effectivement, Julien a commencé à en parler un petit peu sur le processus législatif européen pour faire replacer un petit peu le contexte. On a eu d'abord, donc ça a été déjà évoqué, l'initiative de la Commission européenne, donc la proposition législative de juin 2018. Ensuite, ce qu'il faut aussi savoir, c'est qu'on a 2 co-législateurs. On a à la fois les conseils des ministres de l'Agriculture et le Parlement européen. Et donc là, maintenant, on a eu donc la proposition de la Commission européenne en juin 2018.
On a eu le vote au Conseil des ministres il y a, je ne sais plus exactement la date, mais autour du 15 octobre, là, il y a un petit mois. Et on a eu la même semaine le vote au Parlement européen. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a les positions de ces trois institutions et que donc maintenant, on va aller vers un trilogue entre les trois institutions qui va durer probablement jusqu'au mois de mai-juin 2021. Et donc, c'est seulement à ce niveau-là, à ce moment-là, qu'on aura le cadre général de la PAC, le cadre final de la PAC au niveau européen. Voilà, avec une déclinaison nationale voire régionale dans chaque État membre. Donc ça, c'est une nouveauté de la PAC, je vais y revenir, de cette PAC, de la prochaine PAC, qui sera validée par la Commission européenne. Voilà là-dessus, donc ce que je viens de dire, c'est la nouveauté de cette PAC, ce sera le PSN, le plan stratégique national, qui, on peut le regarder avec sous différents angles, qui peut être d'un côté quelque chose qui permette de se rapprocher des territoires, donc plutôt positif, voilà, de tenir compte plus particulièrement de la situation de chaque État membre, voire de chaque région. Ce qu'on craint enfin nous, l'angle qu'on craint aussi, c'est que ce soit une forme de renationalisation de la PAC, c'est-à-dire qu'il y ait une vraie course au moins 10 ans, c'est le dernier mot de ma diapo, qui est de risque de distorsion de concurrence et de course au moins 10 ans entre les États membres. Voilà, de dire, on va venir assez gros, que certains parties prenantes dans les négociations disent, oui, mais les Allemands, les Polonais, eux, ils veulent pas aller aussi loin sur l'architecture environnementale ou sur la répartition des aides, donc nous, en France, on peut pas aller plus loin. Voilà, donc c'est ce genre de crainte qu'on peut avoir. Après, ce PSN, il devra être quand même validé, approuvé par la Commission européenne, voire peut-être par les États membres, par l'ensemble des États membres. Donc ça reste à voir de la façon dont les PSN seront approuvés au niveau européen. Et donc là-dedans, dans ces PSN, il faudra définir des objectifs, des dispositifs, avec une part de budget, des indicateurs de suivi. Enfin voilà, c'est vraiment le paquet global qui était déjà le cas sur le deuxième pilier de la PAC jusqu'à présent et qui va devenir aussi le cas sur le premier aujourd'hui, à partir de 2023. Voilà, alors là, c'est un petit rappel de comment ça fonctionnera la PAC après. Donc, il y a des choses qui ne changent pas du tout, qui sont l'architecture en deux piliers de la PAC. Il y aura toujours la conditionnalité qui sera présente. Donc là, c'est le carré vert en bas, avec un renforcement de la conditionnalité, sans doute qui inclurait probablement l'actuel paiement vert. Donc, Julien Fauss en a un petit peu parlé tout à l'heure. On aurait toujours une forme de soutien aux revenus de base, donc les DPB actuels. Donc ça, voilà, on aura toujours ça. On aurait toujours aussi probablement un soutien aux revenus redistributifs. Donc là, c'est l'actuel paiement sur les 52 premiers hectares qu'on a en France. Je saute volontairement une case. On aura ensuite toujours un soutien en revenus pour les JA. Donc là, c'est déjà le cas sur les 34 premiers hectares pour les jeunes agriculteurs. Et on aura toujours des aides couplées, voilà, en partie vache allaitante, mais peut-être sur d'autres domaines, en partie sur les protéagines. Et la nouveauté de la prochaine PAC, c'est le carré vert sur la gauche, l'éco-scheme, qui fait couler beaucoup d'encre en tout cas, dont je vais revenir un petit peu là-dessus, je reviendrai un petit peu après là-dessus. Mais cet éco-scheme, il se situe bien dans le premier pilier, avec un pourcentage du budget qui reste à définir, avec des mesures qui restent à définir, mais qui est vendu en tout cas comme la mesure verte du premier pilier du futur premier pilier de la PAC. Et puis, donc, on a toujours un deuxième pilier avec assez peu de changements. On aura toujours l'ICHN, on aura toujours les MAEC, toujours l'aide, la DGA, toujours l'aide aux investissements, toujours la gestion des risques avec potentiellement une part plus importante sur les assurances, toujours les leaders. Voilà, alors la bio, dans tout ça, on ne sait pas trop où ça va être, mais j'y reviendrai aussi un petit peu après. Et puis enfin, on aura il y a une nouveauté aussi qu'on pourrait avoir qui serait des programmes opérationnels. Donc ça, c'est qui rentrerait dans le premier pilier de la PAC, qui seraient plutôt des outils qui existent déjà sur les secteurs sur certains secteurs, les fruits et légumes, les programmes vitivinicoles, et voilà, ça reste aussi à définir sur comment ça va fonctionner. Et puis voilà, sur les ECM et réserves de crise, ça on conserverait aussi. Voilà sur l'architecture de la future PAC. Pour faire une rapide analyse, je vais rester assez bref sur les votes qu'il y a eu il y a un petit mois. Donc, on a eu un vote au Conseil. Donc, le Conseil, c'est les ministres de l'Agriculture des États membres.
Donc globalement, on a très peu de changements par rapport à l'actuel dans ce qui a été voté. On est encore assez fort avec avec Julien Denormandie, le ministre de l'Agriculture, a présenté ça comme une future PAC qui sera plus juste et plus verte. On a du mal à voir où est-ce qu'il a pu aller chercher ça. Voilà, il y a la victoire dont il s'enorgueillit, c'est sur qu'il y ait que l'éco-scheme, donc vous vous rappelez, c'est la boîte verte là à gauche dans le premier pilier, qui soit obligatoire pour tous les États membres de l'Union européenne. Donc effectivement, ça renforce le caractère commun de la PAC, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Après, ça reste, enfin c'est guère la seule dans ce qui a été voté au niveau du Conseil. Voilà pour le Conseil. Ensuite, le Parlement européen. Donc là, c'est les députés européens, donc ont été élus en juin 2019. C'est assez compliqué de résumer le vote vu le nombre d'amendements qu'il y a eu, enfin voilà, globalement l'analyse qu'on a, c'est que c'est un texte qui est très confus et qui en tout cas ne donne pas vraiment de clair. Donc il y a certaines avancées, certains points en recul. Donc enfin voilà, l'issue des trilogues va être assez déterminante pour déterminer ce qui va être gardé. Voilà, donc je vais refaire j'ai refait un petit tableau. Alors, pardon, je suis pas un spécialiste des PowerPoint, donc c'est pas très joli, mais pour les différents items qui qui ont été discutés à la fois au Conseil et au Parlement, et la dernière colonne, c'est ce qu'on porte nous au niveau de la plateforme pour voir le décalage qui peut y avoir. Donc le premier, c'est le plafonnement des aides. Donc au niveau du Conseil, ce qui a été porté, c'est un plafonnement qui soit facultatif, donc pas obligatoire, à hauteur de 100 000 € par ferme, donc ce qui est déjà un montant assez conséquent. Au niveau du Parlement, c'est pareil, c'est 100 000 € par ferme et 500 000 € par actif, qui soit obligatoire. Par contre, nous, ce qu'on porte sur le niveau de la plateforme, c'est 50 000 € par actif. Vous voyez, il y a quand même un décalage assez important, sachant qu'en France, si on met un plafonnement à 100 000 € par actif, ça touche 79 bénéficiaires. C'est quand même déjà assez peu ambitieux, quoi. Ensuite, sur le paiement redistributif, qui est donc le paiement sur les 52 premiers hectares en France, donc globalement une surprime sur les premiers hectares. Pour le Conseil, il faut que ce soit facultatif, donc au choix de chaque État membre. Pour le Parlement, c'est 6% du budget du premier pilier. Donc aujourd'hui, c'est 10% en France, donc ce serait un recul si c'était seulement 6% du budget du premier pilier. Nous, ce qu'on porte sur la plateforme, c'est un paiement redistributif qui soit obligatoire et qui soit bien supérieur à ce qu'on a aujourd'hui. Voilà. Ensuite, sur l'aspect petite ferme, donc là, c'est globalement les fermes, allez, on va dire typiquement les fermes en maraîchage bio, par exemple, ou arboriculture, qui ont aujourd'hui très très peu d'aide. Donc là, la position du Conseil, c'était d'avoir un paiement petite ferme qui soit facultatif, sans seuil ni plafond. Et le Parlement, ils ont voté un plafond, là par le coup, ils ont réussi à trouver un plafond à 1 250 €, donc ce qui est vraiment extrêmement faible, en tout cas pour la France, qui est quasiment inapplicable. Donc nous, ce qu'on revendique pour la plateforme, c'est un plafond à 5 000 €. Voilà, et puis après, donc il y a la même chose sur les JA, je ne vais pas rentrer sur les détails dessus, sur les jeunes agriculteurs. Et puis enfin, il y a un truc sur la conditionnalité sociale. C'est-à-dire qu'on rajouterait à la conditionnalité environnementale et un petit peu de conditionnalité de bien-être animal, une conditionnalité sociale. Ce qui voudrait dire la prise en compte des directives européennes, notamment sur les travailleurs détachés, par exemple. Donc le Conseil a dit non, le Parlement a dit oui, ce qui est en soi une bonne nouvelle. Donc, voilà, nous, c'est aussi une revendication qu'on peut avoir. Donc voilà, donc sur le paquet redistribution des aides, ce qu'on voit globalement, c'est que c'est quand même très très peu ambitieux, à la fois encore moins côté Conseil, mais aussi côté Parlement, où là on reste clairement sur notre fin par rapport aux positions qu'on pouvait avoir. Sur les aspects environnementaux, donc il y a l'éco-scheme, donc c'est la boîte verte là, du premier pilier. Ce qu'a voté le Conseil, donc c'est que ce soit 20% du budget du premier pilier, mais obligatoire. Ça, ce qui est plutôt le côté obligatoire nous va plutôt bien. Le Parlement a voté 30% obligatoire, et nous, ce qu'on souhaitait, c'était 40% obligatoire aussi, bien sûr. Et la distinction qu'on peut faire, notamment, c'est par rapport au Parlement, c'est que le Parlement s'est essayé à mettre une liste de pratiques qui pourraient être récompensées dans l'éco-scheme et n'a mis aucune mesure obligatoire. Et par contre, a mentionné, par exemple, l'agriculture de précision comme une mesure qui pourrait rentrer dans cet éco-scheme au même titre que la bio, par exemple. Ce qui, nous, on considère que la bio devrait être plutôt une mesure obligatoire et l'agriculture de précision, pas ici. Donc, vous voyez que voilà, derrière ce chiffre-là, derrière cette boîte des 30% du budget du premier pilier, la question de qu'est-ce qu'on va mettre dedans et avec qu'est-ce qu'on va mettre dedans, elle reste
vraiment très importante. Donc ça, ce sera défini au niveau des États membres. Tu en as parlé un petit peu dans l'introduction, le lien avec le Green Deal, avec le pacte vert. Donc le Conseil a refusé de créer ce lien, de soumettre la PAC aux objectifs du Green Deal, ce qui nous paraît quand même assez inquiétant, ce qui d'ailleurs met très en colère la Commission européenne. Donc on va voir dans les trilogues comment est-ce que ce point-là va être pris en compte ou pas. Le Parlement a, lui, eu une position un petit peu ambivalente en disant que la PAC en tant que telle ne devrait pas avoir de lien avec le Green Deal, mais par contre que les plans stratégiques nationaux devront être conformes au Green Deal. Alors, on ne sait pas exactement quelle distinction ils font, mais voilà, il y a quand même une certaine nuance. Donc évidemment, nous, au niveau de la plateforme, ça faisait partie de quelque chose qu'on demandait. Je vais partir sur la partie environnement, pourcentage environnement. Je vais passer direct sur la partie bio. Sur l'agriculture bio, le Conseil a dit que le soutien à l'agriculture bio devrait être facultatif, donc soumis à la volonté de chaque État membre, et qui pourrait être soutenu éventuellement soit par le premier pilier, soit par le deuxième pilier. Donc là, on reste encore sur quelque chose d'assez flou. Le Parlement a inscrit quelque chose d'assez intéressant qui est le principe de non-régression, c'est-à-dire que dans chaque État membre, on n'aurait pas le droit de revenir en arrière en termes de budget par rapport à ce qui s'est fait sur la dernière programmation 2014-2020. Donc ça, c'est plutôt un principe assez intéressant. Et il a aussi mentionné que ça pourrait être soutenu soit par le premier, soit par le deuxième pilier, et que chaque État membre devait faire un état des lieux de là où on est par rapport à la bio et de comment il comptait atteindre les objectifs du Green Deal, donc de 25% des surfaces en bio à l'échelle européenne d'ici à 2030. Par contre, sans obligation d'atteindre ces 30%. Plutôt une description des moyens. Donc là, c'est pareil, là, on reste sur un outil plutôt de principe qui n'est pas vraiment contraignant. Donc là, voilà, qu'est-ce que les États membres vont faire de ça, ça reste assez questionnant. Nous, au niveau de la plateforme, la position qu'on porte, c'est que la CAP, donc la conversion, soit soutenue par le deuxième pilier et que la MAB soit sous forme de PSE, donc le maintien de l'agriculture bio, la MAB revienne sous forme de PSE par le premier pilier. Et puis, on est OK, bien sûr, avec les objectifs du Green Deal de 25% des surfaces en bio. Voilà, là-dessus, il y a la régulation des marchés. Donc, il y avait 3 règlements. Et le troisième règlement, c'est le règlement sur l'organisation commune des marchés, donc qui est porté par l'eurodéputé socialiste Eric Andrieux, qui est français. Là, globalement, on est plutôt satisfait de ce qui a été voté, sauf sur un point, il devait y avoir une partie sur la réduction obligatoire de la production en cas de crise, un outil qui aurait pu être très utile, notamment sur la dernière crise laitière là, en 2016, et aussi sur l'avant-dernière et sur la dernière crise là, au printemps, au moment du Covid. Ça a échoué à 12 voix au Parlement européen. Donc là, on a quand même un regret là-dessus. Bon, je ne vais pas revenir trop là-dessus parce que ce n'est pas la thématique de la journée, mais là, plutôt un vote intéressant au niveau du Parlement, donc à voir ce qui va se faire dans les trilogues. Pour revenir à l'échelle nationale, donc là, on va avoir un débat public. On a eu un débat public sous forme de débat en région, sous forme Internet et puis sous forme de contribution des parties prenantes, avec un rapport qui va être mis en décembre. Là, on va rentrer à partir de décembre, probablement jusqu'à juin 2021, dans la négociation du plan stratégique national avec les différentes parties prenantes, plus voilà, on va avoir la création d'un comité de suivi. Donc là, on va vraiment avoir sur le premier semestre 2021, au niveau national, l'élaboration du PSN. Donc ça veut dire qu'en juin 2021, on aura quand même beaucoup dégrossi l'application de la future PAC en France de 2023 à 2027. Donc le calendrier annoncé pour l'instant, c'est en juillet 2021, la soumission du PSN de la France à la Commission européenne. Et pour arriver au 1er janvier 2023, la mise en application de la prochaine PAC en France, avec au 15 mai probablement 2023, les agriculteurs qui commenceront à rentrer à faire la déclaration PAC sur, je ne sais pas quel outil ce sera, peut-être les PAC encore, voilà, au 15 mai 2023. Voilà sur le calendrier. Je voulais faire un petit focus sur les régions, parce qu'il me semblait que c'était assez important, et puis qu'il y a quelques actualités sur le sujet en ce moment. Donc, de 2014-2020, enfin sur la dernière PAC, c'est les conseils régionaux qui étaient autorités de gestion sur le deuxième pilier de la PAC, ce qui a occasionné un certain nombre de problèmes, de complexités. Julien Foss en a un petit peu parlé aussi. Donc là, l'arbitrage qu'il y a eu en septembre 2020, c'est que l'État allait reprendre les mesures surfaciques et les régions conservaient les mesures non surfaciques.
Ce qui veut dire que les régions conserveraient l'installation et l'investissement, entre autres, et que les MAC et la bio remonteraient au niveau national. Voilà, donc là, il y aurait sans doute des cadrages nationaux avec Régions de France, notamment sur l'installation. On conserverait quand même au niveau régional des comités de suivi, des comités de copilotage sur les mesures surfaciques, donc de type CREC, si on compare à ce qui se fait actuellement. Et donc, vu qu'il y a un report des élections régionales qui a été acté en juin 2021, donc a priori, ça va être les exécutifs régionaux actuels qui vont concevoir les mesures régionales pour la PAC 2023-2027, ce qui est assez, ce qui peut porter à interrogation, sachant que c'est pas forcément ces exécutifs qui vont être amenés à les mettre en application. Mais enfin voilà, vu le calendrier, ça va être, c'est comme ça que ça va se passer. Voilà en gros sur quelques éléments, sur à la fois des éléments sur la plateforme, des éléments de contexte politique au niveau européen, au niveau national, au niveau régional, et puis sur les positions que nous on pouvait porter au sein de la plateforme. Bon, j'espère que vous m'avez entendu à peu près jusqu'au bout. Oui, merci Mathieu. Oui, oui, ça a été pas mal. Je pense que les gens auraient rectifié. C'était vrai aussi pour l'intervention de Julien Foss. Au début, il y avait de la latence au niveau des diapos et donc ils arrivaient un peu après que chacun ait commencé à en parler, quoi. Mais à la fin, là, sur ta présentation à toi, ça allait bien. Je vois qu'en tous les cas, sur mon chat à moi, il n'y a pas beaucoup de questions. Je ne sais pas, je suis étonné qu'il n'y ait pas plus de questions. J'ai pas de questions non plus de mon côté, Jean-François. Et sur Facebook non Alors, plus. peut-être ce qu'on peut faire, c'est que je ne sais pas si c'est possible avec l'outil là. Est-ce que les gens peuvent lever la main éventuellement et tu leur donnes la parole? Si peut-être qu'il y en a qui sont pas à l'aise avec les claviers, peut-être. Bah, écoute, a priori, c'est tout à fait possible. Alors là, on a encore en visuel la présentation de Mathieu. Et Mathieu, pardon, si j'essaie tu de peux l'enlever, mais je ne vois pas le. Ah si, c'est peut-être là. Non, c'est pas ça. Mince. On est en Je direct, vais hein, le faire. voilà. Tac, tac, tac. Voilà, donc là c'est bon. Là, c'est bon, là, vous l'avez Euh, plus. on n'a plus ta présentation, Mathieu. Donc, si quelqu'un voilà, veut se manifester parmi les participants, ben, n'hésitez pas. Est-ce que, est-ce que les gens peuvent lever la main? Non? Comment ça se passe? Il doit y avoir un problème de communication là, parce que c'est pas possible qu'il n'y ait pas quelques questions qui soient remontées. Excusez-moi, c'est Annick Gombert, mais on n'a pas effectivement d'icône, quelque chose pour du chat. Enfin, moi, j'ai pas ça sur mon téléphone portable. Je pense que le problème est là. D'accord, eh bien, on va faire. Ben, allez-y, Annick, si Moi, vous avez une question à poser à non, nos intervenants. j'avais pas de questions, pas de remarques. Pour moi, c'est un peu dense, mais non. D'accord, mais ça peut être une explication ou des désaccords ou voilà. Est-ce qu'il y a d'autres? On a une question, Jean-François, de Christelle, Christelle Chouin, Biocentre. Que reste-t-il comme marge de manœuvre pour influer sur la prochaine programmation? Je ne sais pas, Julien ou Mathieu. Mathieu, lequel se sent? Julien, tu veux commencer? Ouais, je vais commencer. Quelle est la marge de manœuvre? C'est vraiment difficile en fait de répondre à cette question. Il y a eu quelques déclarations après que les textes soient adoptés par le Parlement et par le Conseil des ministres de l'Agriculture, des déclarations du vice-président de la Commission européenne qui est revenu sur la nécessité d'avoir une PAC qui tienne compte de ce qui se dessine dans la stratégie Farm to Fork. Donc, le fait qu'un certain nombre
d'accord ou d'équilibre soit remis en discussion pourrait en toute théorie s'observer. Là, on va rentrer dans une phase qu'on appelle une phase de trilogue, c'est-à-dire de négociation vraiment fine entre le Parlement, la Commission, les États membres sur le contenu de cette PAC. Et c'est dans le cadre de ce trilogue qu'un certain nombre de discussions vont avoir lieu. Et malheureusement, le trilogue est une structure un peu moins transparente, ou en tout cas un peu moins facile d'accès de discussion que ce qui se passe au Parlement européen, par exemple, ou lorsqu'on a des discussions au niveau des conseils, du Conseil des ministres de l'Agriculture. Donc, tel que ça fonctionne aujourd'hui, j'ai un peu tendance à dire que la marge de manœuvre est limitée, sauf si la Commission européenne décidait vraiment de remettre à plat un certain nombre de choses parce qu'elle souhaiterait vraiment que la stratégie Farm to Fork, que la stratégie biodiversité soit incluse dans pleinement prise en compte dans la future PAC. Et ben pour compléter, moi je partage complètement l'analyse au niveau européen. Effectivement, les trilogues, c'est compliqué, c'est compliqué de peser là-dessus. Ce qu'on sait, c'est que vu globalement l'ambition du texte du Conseil et du Parlement, qui sont tous les deux co-législateurs, à part si la Commission européenne prend la décision de vraiment taper du poing sur la table et voilà. À part ça, on sait bien que l'issue des trilogues sera pas forcément un grand bouleversement par rapport aux équilibres actuels. Ce qu'on sait aussi, c'est qu'il y aura probablement une latitude très très importante qui sera accordée aux États membres. Nous, c'est notre analyse, hein, et d'où la forte mobilisation que nous, au sein de Pour une autre PAC, on va avoir sur le PSN. Donc vraiment, à notre sens, il y a quand même, il y a quand même les marges de manœuvre sont assez réduites au niveau européen aujourd'hui, mis à part la Commission européenne, si jamais elle décide de taper du poing sur la table, mais j'y crois guère. Après, c'est au niveau national que là, tout reste ouvert, hein, a priori, tout reste ouvert. Il y a rien qui est fermé. On va avoir sans doute beaucoup de latitude au niveau national. Donc sans doute que si on arrive à se mobiliser suffisamment, nous, les organisations de la société civile, si on arrive à expliquer les enjeux de la PAC aux citoyens et qu'on arrive à les mobiliser aussi, je pense qu'il y a moyen d'arriver sur des choses intéressantes. Modilo, ce que j'ai dit tout à l'heure sur cette histoire de risque de concurrence entre les différents États membres qui risque d'être un frein sérieux à l'application d'une PAC assez ambitieuse, par exemple en France. Voilà, donc la principale crainte, elle est celle-ci. Alors, vous parlez que la Commission tape du poing sur la table. Hier, dans Agrafil, il y avait un communiqué comme quoi Frans Timmermans avait menacé de retirer la proposition sur la PAC s'il jugeait les objectifs environnementaux des PSN justement insuffisants. Et donc, il y a eu une levée de bouclier des États membres, à commencer par la présidence allemande. C'est quoi? C'est de la gesticulation ou il y a une vraie tentative de la part de la Commission d'influer? C'est difficile d'y voir clair. Enfin, je pense qu'il y a une volonté de la Commission, effectivement, quand même, d'influer, mais il ne faut pas perdre de vue que on est sur un ensemble d'équilibres politiques, donc entre États membres, entre les différents acteurs européens, mais aussi entre politiques publiques. C'est-à-dire qu'au moment où on négocie la PAC, on continue aussi de négocier le cadre financier pluriannuel, c'est-à-dire le budget de l'Europe sur les prochaines années. Et donc, le fait de taper du poing sur la PAC à un moment donné, en lâchant du lest sur le cadre financier pluriannuel ou l'inverse, ça rentre aussi en ligne de mire. Donc, il y a vraiment tous ces équilibres-là qu'il faut prendre en considération. Alors, c'est difficile de décrypter effectivement cette sortie du vice-président de la Commission européenne. Je pense quand même qu'il y a, notamment au sein de certaines directions de la Commission européenne, la volonté d'avoir une future PAC qui intègre pleinement et plus d'objectifs environnementaux que ce qu'il y a dans les textes qui sont sortis du Parlement et de la Commission et du Conseil des ministres de l'Agriculture. Oui, et pour compléter, c'est vrai que
je pense qu'il a de quoi se sentir un peu vexé, hein, où la Commission européenne a quand même écrit le Green Deal, qui est quand même avec des objectifs, notamment en matière agricole, qui sont relativement élevés, et qu'après, quelques mois après, que la principale politique qui permettrait d'atteindre ces objectifs n'y fasse pas mention, ou en tout cas que ce soit pas contraignant, je comprends qu'il y a de quoi être vexé un peu quand même. Donc après, jusqu'où ils vont aller, effectivement, puis Julien a raison, hein, ça, il y a plein d'équilibres qui, en tout cas pour moi qui ne suis pas dans les petits papiers, sont compliqués à décrypter. Mais c'est vrai que ce serait un peu rassurant parce que c'est vrai que quand on regarde, donc on est sur la prochaine PAC, elle commence en 2023, mais si elle se prolonge comme là, c'est ce qui a de grandes chances si le fonctionnement européen ne change pas beaucoup. Je veux dire, c'est la PAC qui va atteindre 2030 et ça ne sert à rien de se fixer des objectifs à 2030 si on ne les enclenche pas dès demain, quoi, dès 2023. On est sûr qu'on n'y arrivera pas. Là, vraiment, l'enjeu, moi, ça me semble, ça m'a frappé, ça, c'est vraiment la PAC de la dernière chance. Je ne sais pas qui c'est qui disait ça, mais je veux dire, si on n'enclenche pas la transition agroécologique là, dans les 2 années qui viennent, on peut se faire du souci pour nos enfants, quoi. Ouais, Alors, bah, Jean-François, ouais, pardon. pardon. Excuse-moi, Vas-y, Mathieu, Myriam, je oui. voulais compléter, parce qu'il y a des questions sur le chat. Une de Clément Mongabur. Quels sont les risques d'une remontée de la gestion des aides MAB ou de CAB au niveau de l'État dans ce nouveau système de répartition État-région? Les risques, alors, Alors, je sais pas, moi, je commence sur les risques, je sais pas. Enfin, en tout cas, ce qu'on a pu voir sur la dernière programmation, la 2014-2020, c'est quand même que ça a mis beaucoup de temps à se mettre en place, que les retards de paiement pour les agriculteurs, la complexité du dispositif, et c'est pas fini parce que là, sur certains dispositifs de type sur les conversions bio, les engagements sur les prairies, enfin sur les cultures annuelles. Enfin bon, il va y avoir des rappels budgétaires au niveau des paysans qui vont sûrement être salés dans certains cas. Donc voilà, la complexité est encore de mise. Est-ce que le fait de repasser au niveau national, honnêtement, moi j'ai pas vraiment enfin de position très fermée, enfin très stricte là-dessus. Euh, Moi, voilà, nous, on a pris acte que les mesures sur FASIC remontaient au niveau national, et puis bah, au national de faire bien, quoi. Alors après, je sais pas, enfin, de fait, par principe, nous, on est plutôt attaché à une gestion territoriale, euh, mais voilà, sur des mesures de type CAB et MAB, bon, voilà, l'État a su le faire, l'État peut le faire très bien. Et puis, globalement, enfin voilà, ce qui est important, c'est pas tant le qui gère que quel résultat on a, quel budget on a, et si c'est bien fait. Et puis, enfin voilà, l'importance d'avoir une CAB qui soit ouverte sur tous les territoires, l'importance d'avoir une MAB qui se réouvre. Enfin voilà, il y a vraiment des discussions qui sont, moi je les situerais à un niveau au-dessus de qui les met en application. Oui, peut-être. Je pense que, alors, dans nos spectatrices, là, il y a quelqu'un du conseil régional, mais il me semble bien qu'on nous a dit que de toute façon, alors pour la CAB, donc si elle remonte au niveau national, elle, de fait, quand même, un des problèmes qu'on a connus dans cette programmation, aussi bien pour la MAP que pour la CAB, ça a été le fait que c'est complètement différent d'une région à l'autre sur des critères qui ne sont pas objectifs de toute façon. C'est-à-dire chaque région ayant eu à gérer, ayant eu comment dire, le cadrage politique qui l'a précédé, ça n'a strictement rien à voir avec des politiques volontaristes ou enfin voilà. C'est-à-dire qu'en gros, on a géré en général la misère et puis voilà, avec des plafonds qui étaient complètement différents à une autre. Là, on se retrouve avec des régions qui ont maintenu leurs aides MAP, d'autres qu'en ont plus. Enfin voilà, on ne pouvait pas continuer. Enfin, ça a été vraiment, je ne pense pas que ça a été un bon exemple de ce que peut être une régionalisation bien appliquée, quoi. Alors, il y avait une autre question de Nicolas Pralon qui est arrivé avec un petit peu de retard et qui aimerait qu'on Est-ce que je refasse peux me un permettre point de sur répondre je peux me l'IGIA. permettre juste Ah, de pardon. compléter. Ouais. Je vais juste compléter ça. Là, dans les derniers échos qu'on a, que j'ai moi, c'est que, donc,
comme ça va remonter au niveau national, que les nouvelles souscriptions à la CAB, elles seront que pour 1 an. Donc, comme à partir de 2023, ça remontera à l'État. Donc, voilà, ça va sans doute aussi un peu complexifier le dispositif là, sur les 2 années à venir. Voilà, c'était un petit point complémentaire. Et sur Alors, la si je DGA, peux du me coup? permettre. Ah, oui, vous m'entendez? Oui, oui. Oui, bonjour, Nathalie François du Conseil régional. Effectivement, la région est présente dans votre débat. Merci. Euh, donc, si je peux juste apporter quelques éléments, bon, c'est vrai que le fait que dans cette programmation actuelle, la CAB et la MAB soient gérées par les régions peut créer des différences hein, d'une région à l'autre. Ça, c'est indéniable. Après, ça aussi, même si il y a cet inconvénient, il y a aussi un intérêt que on a la main sur les spécificités locales de chaque région pour pouvoir décider d'un certain nombre de choses sur lesquelles on peut avoir, enfin, on peut placer un curseur, sachant qu'il y a quand même le cadre national qui est là et qui nous empêche de faire, d'avoir tellement de latitude, mais on avait quand même la possibilité de pouvoir faire un choix sur les modalités de plafonnement et qui pouvaient être différentes en fonction du montant qu'on avait alloué sur la ligne bio dans le FEADER. Donc bon, on a pu gérer, enfin, on a géré un peu à vue, hein, sachant que on a été complètement submergé par la vague de conversion qui a commencé en 2015. Et après, effectivement, on a dû faire avec la gestion de la pénurie. Alors en région centre, on a quand même été euh, plutôt, enfin, comment dire, on a eu la DRAF qui a pu nous faire un travail assez pointu d'estimation assez rapidement en 2015, ce qui nous a permis de couper les vannes, on va dire, hein, de manière le plus vite possible. On a appliqué un plafonnement qui a été assez limité par rapport à d'autres régions, enfin qui a été assez fort plutôt, je veux dire, par rapport à d'autres régions dès 2015, ce qui nous a permis malgré tout de maintenir des aides au maintien. Bon, à part en 2016 où là on avait quasiment épuisé tout le FEADER, mais à partir du moment où la maquette a été révisée, il y a eu des crédits qui ont été rajoutés et après de manière suffisante grâce à la gestion via le plafonnement pour pouvoir garantir une aide au maintien à un minimum de personnes. Après, bon, le FEADER d'un côté était présent. On a eu le désengagement de l'État sur la MAB qui a fait que la région a essayé de compenser un minimum, mais elle n'avait pas les moyens de pouvoir aller jusqu'au même niveau que l'État. Donc bon, ça a permis de limiter un petit peu la décrue, mais bon, enfin, pour être honnête, il n'y a pas que le FEADER qui est en ligne de compte aussi pour les aides au maintien en tout cas. Donc voilà. Ça a été pour cette programmation. Pour la prochaine, effectivement, qu'est-ce que ça va changer? Eh bien, les régions seront toujours partie prenante hein, au sein de. Alors, est-ce que vous m'entendez toujours? Parce que là, ça fait des choses au niveau de mon écran. Bon. Ouais, donc au niveau régional, on aura toujours notre mot à dire, mais on ne sait pas exactement quel sera le rôle des régions et quel moyen de pression, entre guillemets, enfin, quel impact on pourra avoir sur la DRAF, l'État, pour pouvoir influer et tenir compte des spécificités régionales. Voilà ce que je pouvais vous dire pour cette politique. Merci. Merci Nathalie. D'autres questions? Oui, alors la question sur la DGA. Mathieu qui aimerait que Nicolas, pardon, qui aimerait qu'on aborde cette question-là. Alors peut-être qu'il peut l'expliciter. Oui, la préciser parce que dit comme ça, la DGA, Nicolas, c'est pas. Nicolas, vous êtes toujours avec nous? Oui, bonjour à tous. Oui, savoir qu'est-ce qui avait été décidé en fait au niveau européen pour favoriser l'installation des jeunes agriculteurs en fait.
s'il y avait des axes prioritaires ou pas. Je peux fournir quelques éléments de réponse. Au niveau du conseil, oui, il y a eu un pourcentage plus important du premier pilier qui pourra être consacré aux jeunes agriculteurs. Donc, on passera de 2% du budget à 4% du budget. Voilà. Alors après, nous, à notre sens, au niveau de la plateforme, notre analyse, c'est que, en fait, si on continue sur cette forme-là de simplement encourager de surprimer les hectares d'une ferme, que c'est pas un outil du tout suffisant pour vraiment relever le défi du renouvellement des générations, quoi. Que ça peut certes être un appui, mais en tout cas que c'est pas le principal outil pour encourager le renouvellement des générations. Donc, s'il n'y a pas un effort qui est fait sur vraiment les autres outils de redistribution des aides, à la fois sur les petites fermes, sur le paiement redistributif, sur le plafonnement, que s'il y a simplement une revalorisation sur les paiements DPB des jeunes agriculteurs, que ça suffira, on n'arrivera pas à relever ces objectifs-là, de toute façon. Voilà un petit peu l'état des lieux, je sais pas. Voilà. D'autres questions? Une question de Jacques Sapé, directeur de Biocentre. Si j'ai bien compris, les stratégies Green Deal et biodiversité ne s'imposent pas à la PAC. Quel intérêt alors d'élaborer ces stratégies et quel crédit pouvons-nous leur accorder? Si, elles sont censées s'appliquer à la PAC. Le problème, c'est qu'il y a comment dire, des calendriers de discussion et de négociation de ces différents textes européens qui sont un petit peu percutés. Et donc, à un moment ou à un autre, il va falloir qu'il y ait un alignement entre le point de sortie de la politique agricole commune renouvelée qui va être discutée, et puis ces stratégies Farm to Fork, biodiversité, Green Deal, éventuellement un certain nombre des mesures du plan de relance. Donc la vraie question, c'est à quel moment et à quel niveau ça va s'articuler. Est-ce qu'il va falloir que ça s'articule au niveau de chaque État membre? C'est-à-dire qu'il faudra que chaque plan stratégique national intègre les objectifs, le cadre fixé au niveau européen dans le cadre du Green Deal. Ça peut être une des options. Mais en toute logique, il faudra qu'il y ait une mise en cohérence. Et je pense qu'un certain nombre d'acteurs des négociations au niveau européen, notamment le Parlement européen, sera très attentif à ça. Mais dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'il n'a pas introduit dans la PAC, le Parlement, dans sa proposition de PAC, plus d'éléments qui correspondent à la stratégie? La difficulté, c'est que la stratégie, notamment Farm to Fork, et stratégie biodive, etc., ne sont pas non plus totalement aboutis. Ils sont aussi en partie en cours de discussion. Et puis ensuite, il y a des questions d'équilibre politique au niveau du Parlement. Le Parlement a voté un texte qui avait été discuté en commission, au sein des différentes commissions parlementaires, sur la base d'une proposition de la Commission européenne de 2018. Donc, on est sur une procédure de discussion, de négociation qui s'est fondée sur des éléments historiques qui n'intégraient pas par définition les recommandations et les orientations du Green Deal. Donc, il y a une question de calendrier, plus une question aussi au Parlement d'équilibre politique entre les différents acteurs pour pousser plus ou moins loin les différents curseurs. J'ai une question de Paul Georget, alors qui m'interroge pour savoir si on pourra revoir le débat parce que sa connexion est assez instable. Alors oui, le débat est enregistré actuellement et sera déposé sur une plateforme de streaming
sans doute YouTube et sur le site de Biocentre. Donc de toute façon, vous recevrez un lien de façon à pouvoir revisionner le débat et j'espère que ce sera de bonne qualité. Donc, pour préciser peut-être justement sur les intentions des uns et des autres, je vous parlais de la discussion qui a été lancée au niveau région au Centre-Val de Loire pour la concertation donc avec toutes les parties prenantes agricoles pour l'écriture des prochaines mesures FEADER. Voilà, que ce soit les investissements, les JA, etc. Et effectivement, dans la présentation par le président du conseil régional, on a eu une page sur les objectifs chiffrés de la stratégie de la ferme à la table, en quoi il devait être, c'était des éléments nouveaux du contexte européen qui devaient être pris en compte dans les réflexions. Alors c'est vrai que bon, moi, alors donc que ce soit 25% des surfaces en bio d'ici 2030, la réduction de 50% des pesticides, la diminution des engrais et la réduction de la vente d'antimicrobiens. Pour autant, on a commencé, je pense, un certain nombre du réseau bio, là, de Biocentre, à participer aux réunions techniques. Mais les réunions techniques, manifestement, elles se basent sur ce qui s'est passé, quoi, sur le passé. Et c'est extrêmement difficile d'arriver à faire prendre en compte ces mesures dans la discussion, voilà, où on retrouve des filières, les syndicats agricoles, enfin pas tous, mais certains. Et puis voilà, donc, mais c'est vrai que c'est pour ça aussi que je vous rejoins en disant que la partie n'est pas finie et qu'il faut pouvoir s'appuyer sur ces éléments-là. C'est peut-être le dernier sur lequel on peut s'appuyer pour essayer d'avoir une transition agroécologique de qualité, disons, au minimum. La difficulté qu'on a, c'est effectivement sur le chevauchement du calendrier, c'est-à-dire qu'on va commencer à négocier à la fois au niveau régional, au niveau national, sans avoir le cadre européen défini. Et donc voilà, aujourd'hui, c'est vrai que du coup, par défaut, on a un peu tendance à s'appuyer sur le passé, sur la dernière PAC, sur les outils de la dernière PAC parce qu'on ne sait pas quels vont être les nouveaux, quoi, quelque part. Du coup, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Et puis, du coup, au niveau européen, ils ne peuvent pas vraiment mettre en place des nouveaux outils parce que tout le monde a commencé à travailler sur les outils de l'ancienne PAC. Donc, voilà, c'est un peu étrange comme mode de négociation de cette réforme de la PAC. Mais bon, qui n'est pas nouvelle, hein, mais. D'autres questions, Myriam? Alors oui, de Clément Mongabur qui nous demande, Monsieur Foss, connaissez-vous la manière, le nouveau gouvernement a accueilli les propositions, la manière dont le gouvernement a accueilli les propositions de votre rapport, puisque celle-ci a changé depuis la remise de votre rapport l'année passée. Il y a eu un accueil. Alors, le rapport, quand il est sorti, le ministère de la Transition écologique nous a demandé de venir lui présenter au niveau du cabinet de la ministre de l'époque, donc Elisabeth Borne. Et du côté du ministère de l'Agriculture, je ne peux pas vous dire comment ils l'ont accueilli, puisque nous n'avons jamais été à même de le présenter, y compris en amont de sa sortie, puisque dans les usages, avant qu'un rapport comme ça soit publié, on en informe les ministères concernés. Donc en amont, on n'avait pas, malgré les demandes qu'on avait faites de rendez-vous, on n'avait pas été reçus par le ministère de l'Agriculture. Et puis ensuite, on n'a pas eu de retour officiel du ministère de l'Agriculture sur le contenu de ce rapport. Voilà. D'autres questions? Ouais, peut-être une réaction à ce que vient de dire Julien, c'est en fait la grande nouveauté de ce rapport, c'est quand même la remise en question, la remise en cause des aides à la surface, celles qu'on les connaît aujourd'hui. J'ai pas beaucoup insisté là-dessus, mais c'est vrai qu'au niveau de la plateforme pour une autre PAC, nous, notre grande demande, elle est vraiment de sortir de cette logique des aides à la surface qui sont pas
soit orientées vers les actifs, soit orientées vers la transition agroécologique. Donc de vraiment d'imaginer autre chose. Et donc voilà, c'est vraiment l'avantage, enfin le point fort de ce rapport, d'avoir pu faire des propositions pour imaginer répartir, enfin, que l'argent public serve à orienter l'agriculture de manière différente de ce qu'aujourd'hui. Voilà, parce qu'à notre sens, c'est vrai que les aides à la surface telles qu'elles sont aujourd'hui, elles encouragent plutôt l'agrandissement des exploitations, elles encouragent plutôt la simplification des pratiques. Est-ce qu'il y a des répercussions directes sur l'environnement, sur la biodiversité, sur voilà, tout le bien-être animal, etc. Donc c'est vraiment, nous, notre proposition à l'échelle 2030, donc sur la PAC d'après, on va dire, c'est vraiment d'être sorti de cette logique-là, des aides de base à l'hectare, des DPB, sans lien à l'actif et sans lien à l'environnement. Mais il me semble d'ailleurs que la mesure. Ah oui, juste. Oui, je voulais juste compléter sur les aides à l'actif parce que on s'est appuyé sur un groupe d'experts pour réfléchir à cette PAC idéale. Groupe d'experts, il y avait beaucoup d'économistes, donc d'agronomes, et plutôt une majorité d'experts qui étaient attachés aux principes de l'économie traditionnelle, les grands principes de l'économie néoclassique. Et le point de départ, la commande qu'on nous avait passée, c'était de réfléchir à une PAC qui tienne compte des grands enjeux, des grands défis d'avenir, notamment les défis environnementaux. La question de l'emploi agricole et des aides aux revenus agricoles, elle est arrivée toute seule sur la table lors des échanges avec les experts. Et alors qu'il y a eu pas mal de débats et parfois un petit peu difficiles entre les experts sur telle ou telle mesure pour l'environnement, faut-il des contrats longs, faut-il des bonus-malus, faut-il des taxes ou pas, la question d'une remise à plat des voies de distribution des aides avec un passage de l'aide à la surface à l'aide à l'actif n'a absolument pas fait débat. Voilà, je tiens à le dire quand même parce que moi, ça m'a surpris et ça s'est arrivé naturellement dans les discussions et ça a fait globalement consensus entre les experts qu'on avait réunis. Donc, ça montre bien que du côté de la recherche académique, puisque c'était essentiellement des chercheurs qui faisaient partie de ce groupe, eh bien, on a suffisamment de données, suffisamment de recul pour dire que eh bien, c'est la solution vers laquelle il faudra tendre dans les années à venir. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que le fait qu'on ait publié ce rapport et qu'il y ait cette mesure a permis à un certain nombre d'acteurs, je pense notamment au JA, d'exprimer plus clairement un certain nombre de positions en faveur des aides aux actifs qu'ils ne l'avaient fait jusqu'alors. Donc oui, je pense que c'était pas le point de départ et l'idée centrale de notre rapport, mais ça a sans doute fait bouger quelques lignes, ou en tout cas permis de remettre en discussion, en débat public, cette grande question de la manière dont on répartit les aides de la PAC. Oui, merci. Et effectivement, il m'avait semblé voir que justement il y a eu un amendement sur les aides pour mettre les aides à l'actif, il me semble, lors de la négociation au Parlement, et que le vote a failli passer à quelques voix près, non? Je n'ai pas vu passer ça, mais je vois pas tout passer, donc je ne sais pas. Ça a été en tout cas discuté au Parlement. Après, le problème, entre guillemets, puisqu'il y a toujours une solution au problème, le problème d'aide à l'actif, c'est la manière ensuite dont on définit l'actif agricole. Ça, c'est des vieux débats au Parlement européen et à la Commission, et donc il faudrait réouvrir ce débat-là. Mais effectivement, c'est tout à fait possible d'imaginer des dispositifs d'aide qui soient versés par actif agricole et non plus à la surface. Et oui, donc ça s'est revenu dans les discussions lors des votes au Parlement. Myriam, d'autres questions? Écoute, je n'en ai pas. Je n'en ai plus, Jean-François. Bien, si personne n'a d'autres questions,
c'est sûr, vous n'êtes pas... Non, profitez-en quand même, vous avez deux spécialistes là, chacun dans leur... des gens qui peuvent vous... Voilà. Et ben sinon, écoutez, on va conclure. Donc, je vais peut-être rappeler que justement, cette conférence sera disponible en streaming sur le site de Biocentre. Je voudrais donc remercier Julien Foss et Mathieu Courgeot pour leur participation et vraiment la discussion très enrichissante qu'on a eue. J'espère que, ben voilà, comment dire, que ça nous donnera des billes à tous, à nous collectivement, pour chacun dans notre coin, arriver à avoir des politiques agricoles publiques, hein, quel que soit le niveau de la collectivité, qui travaillent à une transition écologique et alimentaire conséquente, voilà, parce que je pense que c'est l'avenir de tout le monde en plus, voilà. Et ben, il me reste à souhaiter bonne soirée à tout le monde, et puis ben, je vous dis à bientôt. Voilà, je crois que j'oublie rien, je vais quand même regarder parce que Myriam m'avait fait une note, quand même, que je dise pas de bêtises. Voilà, non, ben écoutez, merci beaucoup, merci à tous, et puis à bientôt. Au revoir. Bonne soirée à tout Merci le de monde. l'invitation. Bonne soirée. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Mathieu, merci beaucoup.